Bienvenue pour cette vidéo cours sur le chapitre des liaisons fortes. C'est un chapitre super important, c'est vraiment primordial de le maîtriser sur le bout des doigts pour vraiment bien comprendre par la suite la chimie organique. Si vous maîtrisez ce chapitre, ça va vraiment vous faciliter la vie pour la suite. Commençons par le schéma de Lewis. Le schéma de Lewis, c'est la représentation schématique des atomes ou des molécules. Pour le faire, vous allez avoir besoin de la configuration électronique. On va faire un exemple. Le dioxygène. L'oxygène tout court, c'est 8 protons. Si je fais sa configuration électronique, ça nous fait un S2, 2S2, 2P4. Combien d'électrons de valence? Eh bien, combien d'électrons sur la dernière couche? 2 plus 4, ça fait 6. On prend bien la couche, on ne prend pas les sous-couches. Ici, la dernière couche, c'est la couche numéro 2. Donc, on a 6 électrons de valence. On a dit dans le cours sur la classification périodique des éléments que les éléments voulaient respecter soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. Donc, soit avoir 2 électrons de valence, soit 8. Ici, l'oxygène, il en a 6. Donc, lui, il lui manque 2 électrons pour respecter la règle de l'octet. Donc, avoir 8 électrons de valence. Son schéma de Lewis, pour le faire, on va représenter les cases quantiques. Donc les cases quantiques, c'est les orbitales atomiques qu'on a vues sur le cours sur l'atomistique. Il y en a une pour la sous-couche S et 3 pour la sous-couche P. 5 pour la sous-couche D, 7 pour la sous-couche F. Pour les remplir, il faut respecter et la règle de Pauli et la règle de Hund. La règle de Pauli, c'est très simple, elle te dit que tu peux avoir que des électrons maximum par case, et ils doivent être de sens opposé. La règle de Hund, elle te dit que tu dois d'abord remplir tous les niveaux d'énergie avant de mettre des électrons appariés dans une seule case. En gros, tu dois d'abord mettre un électron dans chaque case si tu veux en mettre deux. Par exemple, ici j'ai 2 et 4 électrons. Je peux pas faire ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, je peux pas. La règle de Hund, elle me l'interdit. Je dois d'abord mettre un électron dans chaque case et ensuite, je reviens et je mets des doublés s'il me reste des électrons. Donc, j'en mets 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 2 à placer puisqu'on en a 6. Ça nous fait 5, 6. D'accord? Peu importe qu'on est dans une sous-couche S ou sous-couche P, on prend tous les électrons de valence et on remplit case par case. Une fois qu'on a dessiné les cases, on prend le nombre d'électrons et on les place. On ne se préoccupe plus si on est dans une sous-couche S ou sous-couche P. Là, on voit que dans nos 4 cases, il y a 2 cases qui sont pleines. Celle-ci et celle-ci. Ces 2 cases, elles vont former des doublés non liants. Donc c'est des doublés appareillés. Si je représente l'oxygène, eh bien on va avoir 2 doublés non liants. C'est ces 2 électrons-là, ces 2 électrons-là. Et on aura 2 électrons célibataires. Donc ça, c'est le schéma de Lewis de l'oxygène. Le schéma de Lewis de l'hydrogène, c'est très simple. L'hydrogène, c'est 1s1. Donc son schéma de Lewis, c'est un seul électron. Et c'est pour ça qu'on a la molécule d'eau H2O. H2O, c'est un oxygène avec 2 hydrogènes. Eh bien, ils vont former des liaisons, comme ceci. Et là, l'oxygène dans cette molécule, il respecte la règle de l'octet, puisqu'il a ces 2 doublés non liants, donc ça fait 2 électrons plus 2 électrons, 4. Ces 2 électrons célibataires, ça fait 6, plus les électrons des hydrogènes qui ont été mis en commun. Et l'hydrogène ici, il respecte la règle du duet, puisqu'il a son électron plus l'électron de l'oxygène qui a été mis en commun. Donc ici, tout le monde est content, tout le monde respecte sa règle. Faisons un autre exemple. Le carbone, lui, c'est 6 protons, donc 6 électrons. Configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p2. 2 et 2, 4 et 2, 6. On s'intéresse aux électrons de valence, donc la couche numéro 1, on s'en fiche. Je dessine les cases, ça me fait une case pour la sous-couche S et 3 cases pour la sous-couche P. Je remplis les électrons en respectant la règle de Hund, donc je mets un électron dans chaque case. 1, 2, 3, 4. Et là, vous voyez, j'ai placé mes 4 électrons. On a ici 2s2, mais j'ai pas 2 électrons dans la sous-couche S. C'est parce que la règle de Hund me l'interdit, elle me demande d'abord de remplir toutes les cases avant de revenir et de mettre des doublés. Donc ici, le schéma Lewis du carbone, c'est 4 électrons célibataires. On n'a pas de doublé non liant, on a 4 électrons célibataires, donc on représente 4 électrons libres. Et ainsi, on peut représenter la molécule du méthane, par exemple, CH4, qui vont
permettre au carbone de respecter la règle de l'octet et aux hydrogènes de respecter la règle du duet. Le carbone, il a ses 4 électrons célibataires, plus les électrons des hydrogènes qui ont été mis en commun. Donc ici, le carbone respecte la règle de l'octet. Prenons l'exemple du bore maintenant. Le bore, c'est 5 protons, donc 5 électrons. Configuration électronique selon la règle de Kleshowski, c'est 1s2, 2s2, 2p1. Configuration avec les cases quantiques, on met une case pour la sous-couche S, 3 cases pour la sous-couche P. On respecte la règle de Hund, donc là j'ai 3 électrons à placer, et bien ça me fait 1, 2, 3. Et là, on voit qu'on a une case vide. Cette case vide, c'est ce que l'on appelle une lacune électronique ou case vacante. Et ça se représente comme ceci sur le schéma de Lewis. On a ici nos 3 électrons célibataires, et cette case vide, on la représente en notant en représentant une case au-dessus. Qui dit liaison forte dit liaison covalente. Une liaison covalente, c'est une liaison entre deux atomes ayant une électronégativité voisine. Tout à l'heure, on a représenté le CH4. Et bien, dans la molécule de CH4, entre le carbone et l'hydrogène, les deux éléments ont une électronégativité proche. Donc cette liaison, c'est une liaison covalente. Pareil, si je représente le dichlorure, on a deux atomes de chlore qui sont liés. Donc si on représente, c'est ça le chlore. Eh bien, cette liaison, c'est une liaison covalente puisque ces deux éléments ont exactement la même électronégativité. Et pour rompre une liaison covalente, il faut ajouter énormément d'énergie. J'ai représenté deux molécules. La molécule de BH3 et la molécule de NH3. Le bore, on l'a dit, il a une lacune électronique. L'azote, il a un doublet non liant parce qu'il a 7 protons. 7 protons, ça fait 1s2, 2s2, 2p3. Donc on met une case pour la sous-couche S, 3 pour la sous-couche P. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Et le cinquième ici. 2 plus 3, 5. Donc ici, l'azote, c'est un doublet non liant et 3 électrons célibataires. C'est ce que j'ai représenté ici, mais ici avec des atomes d'hydrogène. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir ce que l'on appelle une liaison de coordination, ou une liaison dative. C'est une liaison entre un élément ayant un doublet non liant et un élément ayant une lacune électronique. Ici, ce qui va se passer, c'est que l'azote, il va mettre en commun son doublet non liant pour faire une liaison avec le bore. Donc ici, le bore, il va pouvoir respecter la règle de l'octet, puisque il va avoir l'électron de l'azote qui a été mis en commun, plus l'électron que l'azote a gardé. Ici, cette liaison, c'est le doublet non liant de l'azote qui a partagé ses électrons avec le bore. Et donc, concernant les charges partielles, c'est, si je prends du NaCl, ça va se dissocier en Na+, plus Cl-, c'est des charges totales. Ça, c'est complètement ionisé. On a un atome de sodium chargé complètement positivement et un atome de chlore chargé négativement. Une charge partielle, c'est si on a partiellement gagné des électrons. Si je représente la molécule d'eau, c'est ça. Mais l'atome d'oxygène, c'est le deuxième élément le plus électronégatif dans le tableau périodique. Il est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Alors la liaison, elle ne va pas se rompre, mais en fait, les électrons, ils ne sont pas ici. Les électrons, en fait, ils sont ici. Ils sont proches de l'oxygène. Et les oxygènes, ils les tirent vers lui. C'est les électrons. Et donc, on va mettre une charge moins pour une charge partielle négative pour l'oxygène. On va d'ailleurs en mettre 2, puisqu'il a 7 charges partielles pour cet hydrogène et 7 charges partielles pour cet hydrogène-là. Donc il a 2 charges partielles négatives. Et les hydrogènes, ils ont une charge partielle positive parce qu'ils ont cédé partiellement leur électron. Et quand on cède un électron, on devient positif, puisqu'un électron, c'est négatif. Donc ici, la charge partielle du bore, ça va être une charge négative, puisqu'il vient de gagner partiellement un électron. L'électron mis en commun par le doublet non liant de l'azote. Et l'azote, lui, par contre, il va avoir une charge partielle positive, puisqu'il, lui, il cède son électron sans rien gagner au retour. L'oxygène, ici, il met en commun son électron avec l'hydrogène, mais l'hydrogène, il met aussi son électron en commun. C'est donnant-donnant. Lui, il donne, lui, il donne. Ici, c'est que l'azote qui a donné, puisque le bore, il ne pouvait rien donner, il n'avait rien. Il avait une lacune électronique. Donc l'azote,
ayant mis en commun un électron sans rien gagner en retour, ils se retrouvent avec une charge partielle positive. Donc ici, ce qui est à retenir, c'est que les éléments ayant un doublet non liant, comme l'azote, mais comme l'oxygène par exemple, ils peuvent faire des liaisons datives ou de coordination avec des éléments comme les bords qui ont une lacune électronique. Les liaisons polaires, c'est ce qu'on vient de voir finalement. Si je représente la molécule d'eau, eh bien, ces liaisons, elles sont polarisées. Une liaison polarisée, c'est lorsque deux éléments ayant une électronégativité différente, supérieure à 0,4, font une liaison. Eh bien, on va avoir une charge partielle négative pour l'élément le plus électronégatif et une charge partielle positive pour l'élément le plus électronégatif. D'ailleurs, on en aura deux, encore une fois, pour l'oxygène. Si je représente CCl4, on aura 4 liaisons de chlore liées au carbone. Et si on représente vraiment rigoureusement les schémas de Lewis, ça nous fait ça. Et bien ici, la liaison carbone-chlore, elle est polaire, elle est polarisée. Pourquoi? Eh bien parce que le chlore est beaucoup plus électronégatif que le carbone, donc les électrons ils vont être ici, par exemple. Ils sont beaucoup plus proches du chlore. Et donc on va mettre une charge partielle négative pour le chlorure et une charge partielle positive pour le carbone. Et notamment 4 charges partielles positives pour le carbone. Et ça, c'est dû à la différence d'électronégativité entre les éléments. Faisons un point sur les liaisons polaires. Les liaisons polaires, c'est des liaisons qui sont polarisées, sont des liaisons entre deux éléments ayant une électronégativité différente. On dit une différence d'environ 0,4. Si je prends le dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone, c'est un atome de carbone lié à deux atomes d'oxygène. Chaque liaison est polarisée. On a d'ailleurs une charge partielle double pour le dioxygène, puisqu'il attire deux électrons du carbone, et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Ces deux atomes d'oxygène tirent de la même intensité de chaque côté. Cette liaison-là, elle est polarisée. Pourquoi? Eh bien parce que l'oxygène, il capte partiellement les électrons du carbone. D'ailleurs, on met une charge partielle de 4, puisque deux électrons sont attirés ici, et deux électrons sont attirés ici. Mais attention, ce n'est pas parce que dans une molécule, on a des liaisons polaires, que la molécule est forcément polaire. Ici, c'est typiquement le cas. On a deux liaisons qui sont polaires, mais la molécule de CO2, de dioxyde de carbone, elle est apolaire. Pourquoi? Eh bien, pour qu'une molécule soit apolaire, il faut que l'on ait le barycentre des charges qui soit confondu avec l'atome central. Le barycentre des charges, il faut comprendre en termes de vecteurs. Ici, on a une liaison qui va vers l'atome d'oxygène, puisque l'atome d'oxygène est plus puissant que le carbone, il est plus électronégatif, donc il a plus de force pour attracter les électrons. Et c'est la même chose ici. Mais là, on a de chaque côté la même force qui s'oppose. Vous imaginez, s'il y a deux personnes qui se tiennent la main, s'ils se tiennent la main avec la même intensité, ils tirent de chaque côté de la même intensité, les deux mains vont rester au milieu. Moi je tire, lui il tire, si on a la même force, nos deux mains ne vont pas bouger. Ici c'est ce qui se passe. Ça tire d'une intensité X, et là ça tire d'une intensité X. Eh bien au final, ça reste au milieu, donc la molécule est apolaire. Si on représente ici la molécule d'eau, la molécule d'eau, vous le savez, elle est polaire. Pourquoi? Si je la représente, ça nous fait deux doublés non liants et deux liaisons avec des hydrogènes. Ici, les liaisons, elles ne sont pas opposées. Pour que deux vecteurs s'annulent, il faut qu'ils soient opposés. Donc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ou même comme ça. Juste, il faut qu'ils soient opposés. Ici, ce n'est pas le cas. Ces deux vecteurs, ils ne sont pas opposés. Si vous faites la somme des deux vecteurs, on ne se retrouve pas ici. Donc, ça, c'est dû au fait qu'on a deux doublés non liants ici. Parce que la molécule d'eau, on pourrait se dire, c'est mon atome d'oxygène et mes deux liaisons avec des hydrogènes. Alors là, dans ce cas, ce serait une molécule qui serait apolaire. Sauf qu'on a deux doublés non liants, on les représente par des boucles, qui vont faire que les liaisons, elles vont pas être horizontales, mais elles vont se courber. Et le fait que ces liaisons se courbent, ça rend la molécule
polaire, puisqu'ici le barycentre des charges n'est pas confondu avec le centre de l'atome d'oxygène. Si on représente la molécule de PCl3, PCl3, donc le phosphore, c'est un doublet non liant et 3 atomes de chlore. Donc ici, je représente mon chlore et mon chlore. Faisons la somme des vecteurs. Ici, ça tire d'une intensité X. Et ici, d'une intensité X. Donc, ça bouge pas. Par contre, ici, ça tire d'une intensité X. Mais ici, c'est pas la même intensité. Puisqu'ici, c'est un doublet non liant. Le doublet non liant, il n'a pas la même force que cette liaison phosphore-chlore. Donc ici, déjà, la vraie molécule, ça sera comme ceci avec des liaisons qui seront courbées, dues au doublet non liant qui appuie sur la molécule. Et donc cette molécule, elle va être polaire, puisqu'ici, le barycentre n'est pas confondu avec l'atome de phosphore. Si je représente maintenant PCl5, PCl5, c'est toujours notre phosphore avec notre doublet non liant et nos 3 électrons célibataires. Cl5, donc ici je vais avoir déjà Cl3, ce qu'on vient de voir, et c'est les 2 chlores qui manquent, ils vont se lier aux 2 électrons du doublet non liant. Le doublet non liant, il va se rompre pour former 2 électrons célibataires et pour permettre la liaison aux 2 chlorures qui restent. Donc ici, c'est notre molécule de PCl5. Faisons la somme des vecteurs. Ici, ça tire d'une certaine intensité. La même chose ici. Ça tire à droite par Cl, ça tire à gauche par Cl, ça reste au milieu. Ok. Ici, ça tire vers là. Et là, ça tire vers là-bas. Au final, c'est comme si ça tirait vers ici. Si je tire comme ça et que je tire comme ça, bah au final, c'est comme si je tirais tout droit. Et en bas, je tire tout droit. Et bien au final, je reste au milieu, puisqu'ici, ça tire tout droit, ici, tout droit. Et donc au final, on est bien au centre. Et donc, PCl5 est apolaire. Donc vous avez vu, PCl3, c'est polaire, du fait que l'on a notre doublet non liant qui appuie sur la molécule. Par contre, PCl5, c'est apolaire. Donc voilà, faites bien attention, c'est vraiment pas parce que l'on a une molécule où on a dedans des liaisons polaires, ici cette liaison, elle est polaire, que l'on va avoir une molécule forcément polaire. C'est pas toujours le cas. Avec la notion de polarité, on peut introduire celle de moment dipolaire. Le moment dipolaire, si je représente une molécule de dioxygène, le moment dipolaire, c'est notre mu qui est égal à Q fois D. Q, c'est le nombre de charges partielles fois la charge élémentaire, donc plus 1,6, plus ou moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Et D, c'est la distance en angstrom. Un angstrom, c'est 10 moins 10 mètres. Donc, si je représente le moment dipolaire ici de cette molécule, ce qu'il faut savoir, c'est que si la somme des moments dipolaires est nulle, alors la molécule, elle est apolaire. Le moment dipolaire ici, on a dit tout à l'heure que le carbone, il avait une charge partielle de plus 4 et l'oxygène plus 2. Moins 2, pardon. Donc ici, je vais mettre moins 2. Si je fais le calcul, ici, la charge, ça va être moins 2 fois 1,6, 10 moins 19. Ici, ça va être 4 plus 1,6 fois 10 moins 19. Et ici, moins 2 fois 1,6 fois 10 moins 19. Si je fais la somme des moments dipolaires, ça me fait moins 2 plus moins 2, ça me fait moins 4, plus 4, ça me fait 0. Donc la molécule, elle est bien apolaire. Mais si on regarde chaque liaison, les liaisons, elles sont bien polaires. Puisque l'on a ici 4 fois 1,6 fois 10 moins 19, moins 2 fois 1,6 fois 10 moins 19. Donc au final, 2 fois 1,6 fois 10 moins 19. Ça, c'est pour cette liaison CO. On a la même ici, mais si on fait la somme, ça nous fait une charge nulle. Donc la molécule, elle sera apolaire. Donc c'est pas parce que l'on a des liaisons polaires, encore une fois, que toutes nos molécules seront polaires. On a la théorie VSEPR. La théorie VSEPR, c'est un principe qui dit que les paires d'électrons situés autour de l'atome central, donc qu'ils soient liants ou non liants, vont avoir tendance à se repousser mutuellement. On l'a dit, les électrons c'est chargé négativement et les éléments de même signe vont avoir tendance à se repousser. Et donc, ils vont essayer de se mettre le plus loin possible des uns des autres pour minimiser l'énergie globale. Et
on peut avec ça prédire la géométrie des molécules. Alors on la note AXM EN, c'est comme ça qu'elle se note cette théorie, et M ça représente le nombre de doublés liants de l'atome central, N le nombre de doublés non liants de l'atome central. C'est toujours vis-à-vis de l'atome central. Si M plus N est égal à 2, la molécule sera droite, linéaire. Si M plus N est égal à 3, elle sera triangulaire plane. Si M plus N est égal à 4, elle sera tétraédrique. Si M plus N est égal à 5, elle sera sur une bipyramide trigonale. Et si M plus N est égal à 6, elle sera un octaèdre. Et vous avez des angles dans le cours. Les angles, c'est les angles formés entre deux liaisons liées à l'atome central. Et ils sont importants à connaître parce que ça tombe dans les QCM. Si on fait un exemple, pour le dioxyde de carbone, on a notre CO2. Il va falloir que je change de stylo. Notre CO2, c'est toujours notre carbone central. La théorie, elle s'applique à l'atome central. Si je note, ça me fait AXM. M, c'est le nombre de doublés liants. J'ai combien de doublés liants? J'en ai 2. En fait, j'en ai 4. Mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle une liaison sigma. Et celle du dessus, c'est ce qu'on appelle une liaison pi. Et surtout, dans la théorie VSEPR, on prend toujours une liaison. Si un atome est lié plusieurs fois à un autre atome, on compte qu'une seule fois. On compte qu'une seule liaison. Donc ici, c'est comme si on n'avait qu'une seule liaison. Et on en a une de l'autre côté, par contre. Ici une et ici une. Donc ça me fait AX2, E0. M plus N, ça me fait 2 plus 0, 2. Eh bien, la molécule, elle est linéaire. Si je prends le CH4, ça me fait AX4, puisque là j'ai 1, 2, 3, 4, E0. Donc ici, la molécule, c'est un tétraèdre. Si on prend la molécule d'eau, c'est deux doublés non liants et deux atomes d'hydrogène. L'atome central, c'est l'atome d'oxygène. Donc ici, ça me fait AX. J'ai combien de doublés liants? 1, 2. J'ai combien de doublés non liants? 1, 2. Donc ici, M plus N est égal à 2 plus 2, 4. 4, c'est un tétraèdre. Donc vous voyez, c'est très simple. Il suffit de maîtriser la configuration électronique pour pouvoir représenter les schémas de Lewis, et ensuite compter le nombre de doublés liants et non liants, et vous pourrez dire si c'est une AX2, E2, etc. Et vous pourrez répondre au QCM sur ces questions. Et surtout, confondez pas, M c'est bien liant et N non liant. N comme non liant. Une liaison chimique, finalement, c'est quoi? C'est le recouvrement de deux orbitales atomiques. Si on prend si on prend la liaison HH, le dihydrogène, eh bien en fait, c'est la sous-couche S. Donc je mets du gribouillage à l'intérieur parce qu'en fait c'est une sphère, hein, la sous-couche S, qui va se recouvrir avec une autre sous-couche S, la sous-couche S de cet atome d'hydrogène. Eh bien ce recouvrement SS, ça va être une liaison sigma. On peut avoir aussi le recouvrement de deux orbitales p. Donc une orbitale p, on la représente avec un signe infini. Eh bien, on va avoir un recouvrement comme ceci. Ce recouvrement, il est dans l'axe de la liaison, donc c'est une liaison sigma. On peut aussi avoir des recouvrements latéraux. Si je redessine des sous-couches P, eh bien, on peut avoir un recouvrement qui se fait. Donc ici, vous voyez que c'est pas dans l'axe de la liaison, puisque la liaison, elle est comme ça, et là, les sous-couches, ils sont perpendiculaires. Mais on peut avoir un recouvrement comme ceci, et ça, c'est ce qu'on appelle une liaison pi. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on a plusieurs liaisons, comme ici avec le CO, eh bien, le dioxyde de carbone, eh bien, on va avoir une liaison sigma et une liaison pi. Si je fais ça, C avec 3 liaisons, on va avoir une liaison sigma et 2 liaisons pi. En gros, c'est toujours une qui sera sigma. Si on n'a qu'une, c'est forcément une sigma. Par contre, s'il y en a plusieurs, il y aura une sigma et le reste, ce sera des pi. Mais ici, ce qui est important à retenir pour les QCM, c'est qu'on va vous mettre une molécule et on va vous dire il y a 2 liaisons sigma et une pi. Non, c'est faux. Il y aura toujours une seule sigma et plusieurs pi. Par contre, je dis bien pour une liaison. Là, si je fais CH4, c'est 4 sigma. Mais si on a une double liaison, ou une triple liaison, ou une quintuple liaison, peu importe, ce sera toujours une qui sera sigma, et plusieurs, et le reste, ce sera des pi.
Et c'est les liaisons pi qui figent la molécule dans l'espace. Si on n'a qu'une sigma, on peut avoir une rotation autour de l'axe. Par contre, si on a un recouvrement latéral, là, ça fige tout et la molécule est fixe. Elle ne bouge plus. L'avant-dernière notion de ce chapitre, c'est la notion d'ordre de liaison qui n'est pas des moindres puisque c'est une question qui tombe quasiment chaque année où on vous demande de calculer l'ordre de liaison d'une molécule. On l'a dit, une liaison, c'est le recouvrement de deux orbitales. Et il faut savoir que dans une orbitale atomique, on a des électrons et on va voir ce que l'on appelle des orbitales moléculaires liantes et des orbitales moléculaires antiliantes. Quand deux atomes s'approchent, leur orbital atomique se combine pour former une orbitale moléculaire qui a une énergie moins élevée qu'une orbitale atomique. On a deux types d'orbitales moléculaires, les orbitales moléculaires liantes où les électrons s'y placent pour stabiliser la molécule et on a les orbitales moléculaires antiliantes où les électrons s'y placent mais ils déstabilisent la molécule. Les orbitales moléculaires liantes, on les note sigma ou pi. Les orbitales moléculaires antiliantes, on rajoute une étoile, donc sigma étoile ou pi étoile. Avec ça, on peut calculer l'ordre de liaison. L'ordre de liaison, c'est 1/2 facteur du nombre d'électrons liants dans les orbitales liantes, moins le nombre d'électrons dans les orbitales antiliantes. Donc on fait ça fois tout ça. Il faut connaître le diagramme moléculaire, d'orbital moléculaire. Pour les sous-couches S, c'est ça. Il n'y a pas besoin de retenir ça, si vous voyez dans le cours, il y a ça, mais ça, il n'y a pas besoin. On a juste à retenir les deux traits, comme ceci. Ça, c'est pour les sous-couches S. Si on prend le dihydrogène, H2, c'est 1s1 plus 1s1, donc au final, on a 2 électrons. Les orbitales moléculaires, c'est comme les orbitales atomiques, ils respectent la règle de Hund et de Pauli. Donc on peut mettre que 2 électrons maximum par orbital moléculaire, et ensuite on passe à l'orbital d'au-dessus. Donc ici, j'ai 2 électrons, je peux en placer 2. Et vous voyez là, je l'ai fait de sens inverse. Et bien ici, l'ordre de liaison du dioxygène, c'est 1/2 fois le nombre d'électrons sur les orbitales liantes, j'en ai 2, moins le nombre d'électrons sur les orbitales antiliantes, donc ici je ne l'ai pas dit, mais là c'est sigma et là c'est sigma étoile, et bien on a 1/2 fois 2, qui est égal à 1. Donc l'ordre de liaison du dioxygène, il est égal à 1. Faisons maintenant pour le dioxygène. L'oxygène tout court, c'est 6 électrons de valence. Donc le dioxygène, c'est 12 électrons de valence. Encore une fois, c'est comme pour les orbitales atomiques, on prend les électrons de valence. Les électrons de cœur, on s'en fiche. Donc si on représente, là c'est pour les sous-couches S, donc là on a sigma et sigma étoile. Ensuite pour les sous-couches P, ça se représente comme ça. Tac, tac et tac. Ici c'est sigma, pi, pi, là c'est pi étoile, et là c'est sigma étoile. Je place mes 12 électrons de valence. Donc j'en ai 1, 2, 1, 2. J'en ai placé 4, il m'en reste 8. 1, 2, là vous voyez qu'ils sont sur la même ligne, donc même niveau, donc 1, 1. Ensuite, donc là j'en ai placé 4, 6, 7, 8. Il m'en reste 4. Donc là j'en ai replacé 2 et j'en replace 2. Donc là si on compte, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est bon. Maintenant je calcule l'ordre de liaison. Ça me fait 0,5 fois 1/2 fois. J'ai combien d'électrons sur des orbitales liantes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc fois 8. Moins 1, 2, ils sont sur les orbitales avec des étoiles, donc 1, 2, 3, 4. Moins 4. Ça me fait 0,5 fois 4, c'est égal à 2. Une petite astuce, en fait pour les sous-couches S, si elles sont saturées, ça sert à rien de les prendre en compte dans le calcul de l'ordre de liaison, puisque les deux là ils vont se compenser. On va faire plus 2 moins 2, bon bah ça va faire 0. Donc ici, on peut faire ça, regardez, on fait 1, 2, donc ça nous fait 0,5 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2. 1, 2, moins 2. Donc 0,5 fois 4, c'est ce qu'on avait, ça nous fait 2. Donc directement, si vous avez une molécule avec plus que 4 électrons, et bien vous pouvez directement retirer 4 électrons et placer ce qui reste dans ce diagramme-là. Si on refait un exemple, on va prendre du C2. Tiens,
On va voir si cette molécule existe. Parce que oui, si l'ordre de liaison est égal à 0, alors la molécule n'existe pas. Le carbone, c'est 2 électrons, non, 4 électrons de valence. 4 électrons de valence, donc ici, je vais en prendre 8. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on pouvait en retirer directement 4, parce que là, les deux, ils vont se compenser. Donc, j'ai 4 électrons à placer. Je les place dans ce diagramme-là. Ça me fait donc 4 électrons à placer. 1, 2, 3, 4. Ça me fait 0,5 facteur de 1, 2, 3, 4. Donc 4, donc 2. Donc cette molécule, elle existe. Si jamais on a une molécule qui a un nombre, qui a un ordre de liaison égal à 0, alors la molécule n'existe pas. On en fait un dernier. On va prendre le difluorure. Alors j'espère qu'elle n'existe pas. Donc le difluorure F2. F, c'est 7 électrons de valence, c'est un halogène, donc il lui en manque qu'un seul pour respecter la règle de l'octet, mais c'est 7 électrons de valence. Donc ici, il en a 14. Je dessine, ça me fait, donc directement, on va passer au grand diagramme, et je vais retirer 4 électrons, puisqu'on a dit que ça allait se compenser si je prends cela. 14 électrons, j'en enlève 4, il m'en reste 10, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et c'est terminé. On va noter le nom des orbitales moléculaires. Là, c'est une sigma, là, c'est pi, là, c'est pi étoile. Pareil, hein, de l'autre côté, pi étoile, pi, et ici, sigma étoile. Si je calcule, ça me fait 0,5, facteur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 4, 2, donc 0,5 fois 2 est égal à 1. Donc voilà pour le diagramme d'orbital moléculaire. C'est important de le maîtriser. Vous allez voir, si vous en faites plusieurs, vous allez vite prendre la main et ça deviendra assez facile. Terminons sur les hybridations, c'est un peu le même principe que la théorie VSEPR. Ça a pour but d'expliquer, de prévoir la géométrie réelle des molécules. Et en fait, ce qu'il faut retenir dans les hybridations, c'est qu'on peut avoir des recouvrements entre sous-couche S et sous-couche P, entre sous-couche S, sous-couche D, etc. Donc on a différents types d'hybridation. On a l'hybridation SP, SP2, SP3, SP3D et SP3D2. Donc ça, c'est les hybridations qui existent. Pour connaître l'hybridation d'une molécule, c'est très très simple. Vous allez avoir, vous faites m plus n moins 1. C'est exact, c'est le même m et n de tout à l'heure. M, le nombre de doublés liants, n, le nombre de doublés non liants. Et vous faites moins 1. Si je prends la molécule d'eau, H2O, l'oxygène, c'est quoi son hybridation? Il a deux doublés non liants, donc sp2 plus, non, alors, là, ici, là, les deux, c'est pas les bons que j'ai pris. Le M, c'est le nombre de doublés liants. Donc, c'est ceux-là, il en a 2. Plus le nombre de doublés non liants. Il en a 2, 1, 2. Donc, 2 plus 2, moins 1. Ça me fait sp4 moins 1, sp3. Donc, l'atome d'oxygène dans la molécule d'eau est hybridé sp3. Si on prend le CH4, c'est 4 doublés liants et 0 non liants. Donc, ça me fait SP4 4 plus 0 moins 1, ça me fait SP3. Donc, on peut faire comme ceci. On peut prendre sinon, essayer de prendre PCl5 pour avoir une autre hybridation que SP3. PCl5, c'est comme ceci. L'atome de phosphore, c'est SP. Donc, combien de doublés liants? 1, 2, 3, 4, 5. Combien de doublés non liants? 0. Et on fait moins 1, ça me fait SP4. Mais SP4, ça n'existe pas. Donc c'est SP3D. Pour avoir 4, donc c'est SP3D1, bien sûr. Et si on avait, je ne sais pas, PCl6, mais ça n'existe pas, eh bien PCl6, ça nous ferait SP3D2, puisqu'on rajouterait une liaison. Donc voilà pour ce chapitre qui est très dense, où on a vu beaucoup de notions, schéma de Lewis, liaison forte, liaison dative, ordre de liaison, VSEPR, hybridation. Donc voilà, énormément de choses. N'hésitez pas à bien approfondir le cours. Faites bien les annales et les QCM supplémentaires. Vous avez vraiment des corrections détaillées pour bien comprendre les mécanismes. Et vous allez voir, c'est pas un chapitre inaccessible. Voilà, il peut faire peur de prime abord, mais si vous vous entraînez, vous allez voir, ça va rouler. Et surtout, si vous avez des questions,
utilisez le forum et on répondra.